Alors aujourd'hui, je te propose une méthode qui n'est pas bullshit pour être beaucoup plus productif. Sur ce marché des livres de développement personnel, en fait, il y a des tas de choses qui sont proposées. Et là, on est vraiment sur un livre qui va droit au but, qui est hyper pratique. Et c'est le livre Avaler le crapaud de Brian Tracy. Ce livre, du coup, il s'adresse à deux types de personnes. Il y a les gens qui sont complètement perdus, qui sont désorganisés, bordéliques. Ceux-là, ça sera une excellente base pour démarrer, pour s'organiser. Et puis les gens qui sont déjà plutôt on track, qui sont orientés performance, qui se sentent bien avec leur organisation, mais qui veulent encore aller plus loin. Et là, du coup, ça va permettre de se rendre compte de bonnes choses qu'on fait déjà et de compléter peut-être avec certains aspects qui vont nous permettre d'aller sur l'étape suivante et donc d'être plus performant. Toujours pareil, tu peux trouver, là on fait le résumé de ce livre, tu peux trouver le lien vers le livre directement sur Amazon si tu as envie de te le procurer en description. Et là je teste un nouveau format, un nouveau contenu, c'est le résumé du livre. En fait, ni plus ni moins, je te propose de découvrir les notes que j'ai prises sur ce livre et tout simplement j'ai résumé les 21 chapitres sur un Google Doc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le lien vers ce Google Doc dans le mail d'invitation à ma newsletter. Donc j'ai simplement mis la page d'inscription à ma newsletter en description. Et si tu veux avoir accès au résumé sur Google Doc, c'est l'histoire de quelques pages, tu pourras tout simplement t'inscrire et tu verras que tu auras un lien, un mail d'accueil avec en bonus le livre résumé sur Google Doc. Donc n'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que tu penses de ce résumé sur Google Doc, puisque c'est un peu un test que je fais. Et voilà. Donc on commence tout de suite ce résumé avec l'introduction, où en gros dans l'introduction, Brian Tracy, ce qu'il va faire, c'est nous présenter les 6 principes de base sur lesquels se base le livre et toute sa méthode. Et puis ensuite on déroulera les 21 chapitres. Je vais essayer de faire 30 secondes par chapitre pour du coup essayer de tenir une dizaine de minutes maximum. Donc l'introduction, on a 6 principes. D'abord, le premier principe, c'est que face à deux crapauds, quand tu es face à deux crapauds, il faut attaquer le plus laid des deux. Donc, quand tu es face à deux tâches importantes, quelque part, il faut prendre la plus importante et l'attaquer en premier. C'est la base de sa méthode. Numéro 2, il ne faut pas perdre de temps à réfléchir. On confond trop souvent activité et réalisation quand on est en entreprise, et donc c'est pour ça qu'on a des tas de gens qui se mettent à faire des tas de réunions pour réfléchir à quelle décision on doit prendre au lieu de tout de suite exécuter. Principe numéro 3 de l'introduction, accomplir une tâche importante, ça veut dire réaliser un shot d'endorphine, essayer en gros finalement de prendre l'habitude de barrer des tâches importantes. Ça va créer en fait un mécanisme de remerciement et ton corps te remerciera à chaque fois avec ce shot d'adrénaline. Et l'idée, c'est de devenir en gros indépendant sur cette action-là, d'être capable d'accomplir sans y penser des trucs importants. Principe numéro 4, c'est le principe de la pratique. Plus tu pratiques cette méthode et plus tu vas y arriver. Et il n'y a pas de raccourci, il faut pratiquer tous les jours. Ensuite, cinquième principe, c'est les 3D pour développer ce type d'habitude. C'est décision, être capable de décider. Ensuite, discipline, s'obliger, se forcer. Et puis détermination, c'est persévérer, continuer. Sixième principe, le pouvoir de la visualisation. L'idée, c'est que pour réaliser ces actions et s'organiser, tu vas faire 3 choses. Tu vas visualiser le futur, donc essayer de construire l'identité qui va te permettre de réaliser ces tâches, essayer de visualiser les récompenses et puis les avantages que les actions que tu priorises vont t'apporter. Donc ces actions que tu priorises, c'est ce crapaud que tu vas avaler en premier. Donc on rentre tout de suite dans le résumé des 21 chapitres. Premier chapitre, mettre la table. Donc là, l'idée, c'est un chapitre un petit peu pour préparer l'action. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de rechercher de la clarté. Plus, en gros, ton objectif il est clair et plus tu vas pouvoir le réaliser facilement. C'est le prérequis numéro 1. Donc l'idée, c'est que tu vas mettre sur le papier, c'est ça son conseil dans ce chapitre-là, mettre sur papier tes objectifs. Et il donne la comparaison entre les gens qui le font et les gens qui ne le font pas. Et clairement, les gens qui mettent leurs objectifs sur le papier, ils peuvent être beaucoup plus productifs face à des gens qui sont normalement plus performants, plus éduqués. Donc pour lui, il propose 7 étapes pour ce conseil-là de mettre ses objectifs sur le papier. D'abord, définir clairement le but qui est attendu en discutant avec les gens, en réfléchissant tout seul. Ensuite, le noter sur le papier, noter clairement le but que tu cherches à accomplir. Numéro 3, fixer une échéance sur ce but, te dire ok, ce but-là, je veux l'atteindre à telle échéance. Numéro 4, lister les trucs qu'il va falloir faire pour accomplir ce but. Donc tu as un grand objectif, une échéance. Tu listes les actions que tu vas devoir faire pour réaliser
en gros ce but. Et ensuite tu vas te faire un plan d'action, c'est-à-dire que tu vas définir quand faire quoi, essayer de hiérarchiser les différents éléments. Et puis ensuite tu vas exécuter le plan. Tu vas commencer par faire n'importe quoi pour commencer. Tu choisis un point précis. Et ensuite l'étape numéro 7, ça sera faire chaque jour un petit truc pour faire avancer ton plan d'action. Et donc whatever it takes, tous les jours, tu prends au moins une action pour faire avancer ton plan d'action et ça te rapprochera tous les jours un peu plus de ton but. Donc ensuite, pour clôturer ce chapitre-là, il nous suggère de prendre une feuille de papier, noter 10 buts qu'on pourrait se donner dans l'année et puis essayer d'écrire au présent des phrases pour visualiser comment on se sentirait si jamais on avait réussi à atteindre ces buts et puis en choisir un et appliquer cette méthode-là. Chapitre numéro 2, planifier chaque journée. Donc là, l'idée c'est que sans planification, l'action est la cause de tout échec. Son conseil, c'est qu'une minute de planification, ça va te permettre d'avoir 10 minutes de gagner, puisqu'en fait, tu seras beaucoup plus efficace sur ces 10 minutes puisque tu les auras planifiées. Et donc, si tu prends 10 minutes toujours pour planifier, tu gagnes à peu près 1 heure à 1 heure et demie, voire 2 heures plutôt. 1 à 2 heures en gros d'exécution. Le but aussi, en faisant ça, en planifiant, ça va être de développer un sentiment fort de progression. La planification prévient une piètre performance. Donc ça c'est une phrase, il nous cite cette phrase, c'est la phrase des 4 P, planification prévient une piètre performance. L'idée c'est de systématiquement lister les actions restantes en fin de journée pour le lendemain. Donc ça c'est une bonne habitude à prendre pour planifier. En fin de journée, tu relistes les choses que tu dois faire le lendemain. Ça va te permettre de dormir dessus et donc d'être plus efficace le lendemain. Et ensuite, tu nous suggères d'avoir 4 types de listes. Première liste, une liste avec toutes les idées que tu pourrais avoir. Donc c'est la liste globale de la grande liste où tu mets tout ce qui te passe par la tête. Numéro 2, une liste mensuelle, toutes les choses que tu voudras accomplir ce mois-ci, toutes les tâches que tu te donnes sur le mois. Une liste hebdomadaire, toutes les tâches que tu te donnes à la semaine, et puis la liste quotidienne. Donc la liste quotidienne, on l'a vu, on va la mettre à jour tous les jours en fin de journée. La liste hebdo, du coup, il faut se donner un jour, le samedi ou le dimanche, ou le vendredi soir avant de partir en week-end. Tu prends toutes tes actions de la semaine, tu coches tout ce que tu as fait, et puis tu vas te dire, ok, la semaine prochaine, je me donne tel objectif, tel objectif, tel objectif, et tu peux tout de suite réaliser la liste quotidienne du lundi en fin de semaine. Voilà, donc ça c'est le principe de planification. Ensuite, chapitre numéro 3, la règle des 80-20, la fameuse règle du principe de Pareto. 20% des causes provoquent 80% des conséquences, 20% des clients amènent 80% de profit. Donc l'idée c'est que tu vas appliquer ce principe-là sur tes tâches. Ça veut dire qu'il faut prioriser les tâches puisqu'il y a 20% des tâches qui vont te proposer 80% des résultats. Donc le danger, c'est que si tu t'habitues à faire ce qui est facile d'abord, tu vas t'habituer à avoir 20% de résultats avec 80% de travail. Donc tu dois t'habituer à faire l'inverse, c'est vraiment attaquer systématiquement le plus dur en premier pour être plus performant. Et le danger, c'est que si tu prends cette habitude inverse, elle va jouer contre toi avec le temps et donc tu vas avoir des piètres résultats dans la longueur. Donc c'est pour ça que ce principe est vraiment important. Chapitre numéro 4, considérer les conséquences. Là, l'objectif, c'est que la réflexion à long terme améliore la prise de décision court terme. Si tu visualises le futur et que tu penses à long terme, ça va avoir tendance à te pousser à faire les bons choix avec le bon niveau de pression dans le présent. Donc attention à la gratification instantanée, attention à la consommation de sucre trop importante. Là, le but, c'est que tu vas utiliser la loi de l'efficacité forcée. On a toujours, cette idée-là, c'est qu'on a toujours le temps de faire ce dont on est obligé de faire. Si tu as une échéance, tu dois payer tes impôts, tu vas forcément te mettre la pression pour faire le chèque et mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres avant l'échéance parce que tu y es obligé tout simplement. Donc en t'obligeant toi-même régulièrement à faire les choses qui sont les plus importantes, en te donnant en créant ce sentiment d'urgence tout seul, tu vas pouvoir être plus efficace. Alors il nous propose 3 questions à se poser pour considérer les conséquences justement et être certain qu'on est toujours dans les bonnes actions, qu'on priorise bien. Numéro 1, lesquelles de mes activités ont la plus grande valeur? Donc tout simplement se poser cette question-là. Parmi tout ce que je fais, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Numéro 2, quelle chose suis-je le seul à accomplir et qui fera toute la différence? Là ici, c'est un principe qui est résumé dans le livre Effective Executive par Peter Drucker qu'on a fait il y a quelques vidéos si tu veux aller le voir. C'est la réflexion sur ma contribution, qu'est-ce que je suis le seul à savoir faire le mieux et j'ai intérêt du coup à surtout faire ce truc-là et à pas me laisser déborder par le reste. Troisième question, qu'est-ce que je pourrais faire de plus intéressant maintenant? Est-ce que là maintenant, il y a quelque chose que je pourrais faire de plus intéressant?
Chapitre numéro 5, pratiquer la procrastination créative. L'idée ici, c'est que la procrastination, souvent, c'est un moyen d'échapper aux tâches importantes. Là, tu vas faire l'inverse. Ce que tu vas faire, c'est prendre les tâches les plus inutiles et tu vas te dire que tu t'y échappes volontairement. Au lieu de faire des trucs faciles tout de suite, tu notes et tu fais des listes de trucs que tu ne feras pas aujourd'hui pour faire les trucs les plus importants. Donc là, c'est de développer l'habitude de dire non le plus souvent et déterminer ce que tu ne feras pas. Chapitre 6, pratiquer la méthode ABCDE systématiquement. En quoi elle consiste cette méthode? Tu prends ta to-do list et tu vas affecter des lettres. A pour le truc le plus important, E pour le truc le moins important. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à catégoriser entre deux lettres, tu vas mettre A1, A2, A3. Et là, l'idée, ça va être développer un sentiment d'ego et de fierté très fort. Comme tu es quelqu'un qui a l'habitude d'avaler le crapaud, tu ne passes pas aux tâches B, C, D, E tant que tu n'as pas fait toutes les tâches A. Tu ne passes pas, et pareil pour la lettre B, tu ne passes pas la lettre B tant que tu n'as pas fait le A et tu ne t'attaques pas aux lettres du dessous tant que tu n'as pas fait le B, etc., etc. Chapitre numéro 7, se concentrer sur les domaines de résultats clés. Alors là, c'est super important pour les active workers. Le concept ici, c'est que chaque travail, chaque métier possède 5 à 7 domaines de résultats clés. Si on prend l'exemple d'un vendeur, il a la capacité à prendre des rendez-vous, la capacité à pitcher et présenter son entreprise, la capacité à pitcher un produit, la capacité à répondre aux objections, la capacité à relancer, la capacité à essayer d'avoir des recommandations. Voilà, c'est les 6 domaines clés. La capacité à négocier. S'il n'est pas bon sur un de ces domaines clés, il va juste être moins performant. Donc l'idée, c'est que tu dois, par rapport à ton travail, réfléchir à quels sont tes domaines de résultats clés. Parle-en avec ton équipe, avec ton chef, avec tes collaborateurs. Et l'idée, c'est que tu vas t'évaluer sur ces différents domaines. Tu vas te mettre une note. Et le danger, en fait, c'est que le domaine de résultats clés sur lequel tu es le moins bon, potentiellement, il peut freiner toute la performance que tu pourras accumuler sur les autres. Donc, c'est ta responsabilité de devenir meilleur sur ce domaine de résultats clés et de renoncer à justifier tes faiblesses tout simplement de te dire il faut que je m'améliore, il faut que j'y arrive, il faut que je progresse là-dessus pour être meilleur. Chapitre numéro 8, c'est la règle de 3. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette règle de 3? C'est que avec toutes les méthodes qu'on a vues avant, on peut avoir tendance à être submergé parce qu'on a 17 trucs à faire et on ne sait pas trop ce qui est le plus important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement se poser la question, si tu ne pouvais faire qu'une seule chose, qu'est-ce que tu choisirais? Et tu vas répéter ce processus 3 fois pour avoir les 3 actions qui ont le plus de valeur et qui en général produisent 90% de valeur. C'est un peu comme le principe de Pareto, sauf que là tu vas te l'appliquer pour sélectionner les 3 actions que tu dois faire le plus souvent. Et l'objectif, c'est d'essayer de déléguer le plus possible tout le reste. Là, dans ce chapitre-là, Brian Tracy nous explique qu'il a une des personnes qu'il a coachées qui a été capable de doubler son salaire en allant voir son patron et en disant tout simplement, voilà, en fait, ces 3 choses-là, je suis le plus efficace, c'est ce qui apporte le plus de valeur. Ce que je te propose, c'est de déléguer tout le reste et du coup, je veux doubler mon salaire puisque je vais avoir beaucoup plus d'impact. Ce qu'on nous explique Brian Tracy, c'est que souvent, les récompenses qu'on va avoir, elles vont être directement proportionnelles aux contributions qu'on apporte dans l'entreprise. Et donc, voilà. Donc ça, c'était le chapitre numéro 8, la règle de 3. Essayez vraiment de se focus sur les 3 choses les plus importantes. Chapitre numéro 9, préparez-vous à fond avant de commencer. Donc là, c'est un chapitre assez simple. Essayez d'avoir un bon espace de travail, un bureau où il y a le moins de bordel possible pour être focus, avoir un bon siège, essayez d'aimer son environnement de travail. C'est hyper important d'avoir un bon setup pour pouvoir se lancer dans son travail. Essayez d'avoir une bonne posture aussi, de se visualiser comme quelqu'un qui va être efficace au moment où tu démarres ton travail. Chapitre numéro 10, allez-y un baril de pétrole à la fois. Je trouve que ce titre-là en français n'est pas très bien choisi. Moi je dirais plutôt allez-y un pas à la fois, une bouchée à la fois, un combat à la fois. Bref, moi je sais que c'est un conseil qu'on m'avait donné en compétition de karaté, c'est de se focaliser sur un seul combat à la fois, parce que si tu imagines tous tes adversaires en même temps, tu peux pas te concentrer. Alors un seul adversaire à la fois, tu le regardes et tu te dis que tu vas le défoncer, et c'est super important. Chaque objectif, il s'acquiert, il s'atteint petit à petit et un pas à la fois. Donc ce que tu peux faire aussi ici, c'est pour un projet important, te dire quel est le truc que je peux faire tous les jours et qui m'assure de faire avancer mon projet tous les jours.
Chapitre numéro 11, actualiser tes compétences clés. Donc là, l'idée, on retrouve un peu l'idée de compétences qu'on a vu précédemment, c'est que tout s'apprend et qu'il y a peut-être des compétences qui te ralentissent. Et donc c'est important que tu connaisses ces compétences-là et que tu te dises, bah tiens, comment je peux faire pour progresser. Brian Tracy nous propose 3 étapes pour apprendre à peu près n'importe quoi. D'abord, lire systématiquement tous les jours sur ta profession. Numéro 2, s'inscrire et suivre des conférences. Et puis numéro 3, écouter des programmes d'enseignement dans tes temps morts. Donc cette vidéo, par exemple, tu l'écoutes peut-être en faisant la vaisselle, en allant courir, en allant marcher, en étant sur le trajet du boulot. Et bah c'est très bien. Continue parce qu'au moins tu apprends quelque chose sur un temps mort. Chapitre numéro 12, identifier ses contraintes majeures. Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi tu n'as pas atteint ton but? Pourquoi tu n'as pas réussi à atteindre ton projet et finir ton projet, ou alors pourquoi tu n'avances pas plus vite? Ça c'est une question importante à te poser. L'idée c'est que tu définisses, tu identifies l'entrave, le poids mort qui te ralentit et que tu le défonces, tu concentres ton énergie pour aller beaucoup plus vite. Donc ça peut être une personne qui te manque, quelqu'un, un mentor, un conseiller, un coach ou quelqu'un dans ton équipe, une compétence qui te manque, ça peut être une habitude qui te manque, ça peut être un type de client, ça peut être un certain outil. Bref, l'idée c'est que tu vas utiliser la règle des 80-20, mais maintenant appliquer aux contraintes, quelles sont les 20% de contraintes que tu t'infliges ou qu'on t'inflige et qui réduisent tes résultats de 80%. Chapitre numéro 13, exercer une pression sur toi-même. C'est super important pour maintenir un haut niveau de performance, que tu te dises je dois prendre la tête du peloton, que tu te fixes des normes plus dures que les autres pour faire plus et que tu développes un peu un mental. J'ai un ami qui dit souvent au mental. Là, l'idée, ça va être que tu vas essayer de définir la réputation que tu as auprès de toi-même. Donc, c'est seulement toi qui deviens juge de toi-même. Et l'idée, c'est que tu te fixes des échéances imaginaires, tu te fixes des contraintes plus fortes que les autres, tu restes un peu plus tard au travail, tu arrives un peu plus tôt, tu fais un peu plus d'exercices que les autres. Et en faisant ça, bah, naturellement, tu vas avoir plus de résultats. Chapitre numéro 14, motive-toi à agir. Donc là, l'idée, c'est de devenir un peu ta propre pop-pom girl. Ce n'est pas ce qui arrive qui, en gros, te mine le moral, c'est comment tu interprètes ce qui arrive, qui impacte tes émotions et ton humeur. Donc tu dois contrôler ton dialogue intérieur. Là, on est vraiment sur la méthode Coué. Brian Tracy nous dit d'avoir des phrases du style « je me kiffe », donc « je m'apprécie »,« je vais très bien », de dire toujours aux gens que ça va très bien, et puis de te répéter à toi-même « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Ne jamais faire part de ses problèmes, puisque tout le monde s'en fout, donc ça c'est un peu brutal. Il nous explique que les optimistes, les gens plutôt optimistes, ont 4 comportements. En général, ils cherchent toujours le meilleur dans toute situation. Numéro 2, ils vont chercher toujours la leçon dans un obstacle, un échec qu'ils vont vivre. Numéro 3, ils vont chercher toujours la solution à tout problème. Un problème arrive, ils sont orientés solution. Et numéro 4, ils pensent toujours à leur objectif et ils en parlent sans cesse à tout le monde. Et ils visent devant plutôt que derrière, ils se projettent vers le futur. Donc là, on est vraiment en plein dans on rentre un peu plus dans la notion de sophrologie ici. Chapitre numéro 15, le danger de la technologie. On a quelques chapitres sur la technologie. Clairement, la technologie, ça peut être le meilleur levier parce que ça te pousse à t'organiser. Il y a plein d'automatisations qui vont être intéressantes, mais c'est aussi le pire piège puisque c'est la porte ouverte aux actualités, aux médias, aux réseaux sociaux, aux notifications. Donc, très important, le matin, tu ne dois pas subir l'enchaînement de stress qui consiste à ouvrir ton téléphone, regarder les notifications, regarder tes emails, regarder les dernières actus, parce que tout simplement, ça va te donner une gratification instantanée qui est contre-productive, qui va augmenter ton stress pour rien. Donc c'est super important que tu puisses te réapproprier ton temps, que tu appliques la loi du 80-20 sur la technologie. Donc les emails, typiquement, tu vas supprimer 80% des emails qui servent à rien. Les applications, pareil, tu supprimes 80% des applications qui ne servent à rien. Les actualités, tu essaies de les suivre le moins possible en fonction de ton travail. Si tu es journaliste, de toute évidence, tu as besoin de suivre les actualités. Essaie de choisir des sources les plus spécifiques pour ne pas te disperser et donne-toi du temps spécifique, essaie de te protéger de ça. Donc c'est important aussi que tu te réserves des zones de silence pendant un certain temps, tous les jours. Donc tu écoutes de la musique, tu vas marcher, tu te mets sur ton lit, tu te reposes et tu essaies de ne pas avoir cette obligation de devoir regarder les notifications, regarder ton téléphone. Chapitre numéro 16, la technologie est une servante. Donc la technologie, c'est ton esclave. Tu dois désactiver les notifications pour ne pas en être esclave, on l'a dit avant. C'est important que tu blindes ton calendrier avec tes tâches, que tu planifies vraiment chaque jour le plus possible.
Le premier avantage, c'est que d'abord tu vas devenir plus discipliné puisque tu vas t'obliger toi-même, tu vas te mettre des contraintes à toi-même qui seront de démarrer par ce qui est le plus important. Et ensuite, les gens, quand ils regarderont ton agenda, potentiellement avec des tâches cachées, ils auront l'impression que tu es pris tout le temps et donc ils seront obligés d'être beaucoup plus disciplinés dans les réunions qui t'imposeront. Ensuite, tu vas essayer de te faire des listes numériques avec des rappels, tu vas essayer de te rendre maître toi-même de tes émotions. Et un truc que tu peux faire pour utiliser les réseaux sociaux, à la différence des notifications et de ce scrolling infini qui nous rend tous esclaves, ce que tu peux faire, c'est afficher publiquement tes objectifs et tes succès aussi. L'intérêt, c'est que du coup, d'abord, ça va te rendre en gros obligé et ça va t'obliger quelque part à réaliser tes objectifs. Et quand tu affiches tes succès, tu vas être motivé par les likes et par les commentaires des gens qui te féliciteront. Chapitre numéro 17, concentrer ton attention, c'est une compétence super importante qui est en effet rendue difficile avec la technologie. On l'a dit déjà, donc le problème de la technologie, c'est que ça nous donne l'illusion du multitâche. On détourne simplement son attention quand on pense être capable de faire plusieurs choses en même temps, alors que la réalité, c'est que quand on est interrompu par une notification, il faut à peu près 17 minutes pour revenir sur une tâche de manière totalement concentrée. Donc c'est très important que tu ne checkes pas ton tel le matin, c'est important que tu planifies ta journée, c'est important aussi, ce que suggère Brian Tracy, c'est que tu te donnes des plages de temps longues, typiquement de 90 minutes, pour attaquer le premier crapaud de ta journée, attaquer la plus grosse tâche, éventuellement que tu te donnes une petite pause, puis ensuite une deuxième tâche de 90 minutes, un deuxième run de 90 minutes, et que seulement après, tu t'autorises à consulter tes emails. Et en faisant ça, quelque part en consultant tes emails à 15h et puis vers 16-17h, l'avantage c'est que tu auras le sentiment d'avoir accompli énormément de choses. Chapitre 18, diviser la tâche en petites bouchées. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est encore avec l'idée de petits pas, on a deux techniques qui vont nous permettre sur certaines tâches qui parfois sont difficiles, de les faire plus facilement. La première, c'est la méthode du salami, c'est de redécouper quand tu es face à une tâche et que tu as envie de procrastiner malgré toutes les méthodes qu'on a vues avant. Tu prends cette tâche-là et tu la redécoupes en liste, et puis en sous-liste, et puis en sous-liste si besoin. Et ça va te permettre d'avoir le sentiment de progression qu'on a vu précédemment. Ensuite, il y a une autre technique, c'est la technique du gruyère, c'est que comme dans un gruyère, tu vas creuser un premier trou, et donc tu vas par exemple t'allouer 10 premières minutes, tu te dis pendant ces 10 minutes, je commence la tâche, et voilà, je m'oblige à la faire au moins pendant 10 minutes. Et avec ces deux techniques-là, normalement, tu es capable de venir à bout de n'importe quelle tâche. Chapitre 19, mobiliser de grandes plages horaires. Donc l'idée, c'est que les gens qui accomplissent beaucoup, ils sont capables de mobiliser une grande plage horaire pour travailler beaucoup, et du coup, ils ont beaucoup plus de résultats puisqu'ils font le plus important et ils sont super concentrés. Donc en faisant ça, tu vas être capable d'abattre 3, 4, 5 fois plus que les autres parce que tu seras focus, parce que tu n'auras pas de distraction sur ces plages horaires là. Donc une astuce, ça peut être de se lever tôt ou si tu es plutôt du soir, t'allouer des plages de temps le soir. Mais l'idée, c'est que sur ces grandes plages horaires là, tu vas essayer de tirer profit de chaque minute en te mettant la pression qu'on a vue au préalable et en essayant d'être productif. Chapitre numéro 20, acquérir le sentiment d'urgence. L'idée, c'est que les gens qui réalisent en gros des œuvres d'art ou alors qui font un travail qui nécessite justement de se concentrer comme ça pendant de longues minutes, les sportifs dans leur entraînement, en général, ils sont capables d'atteindre un sentiment, ce qu'il appelle l'état d'expérience intrinsèque. Là, on est très proche de ce qu'on voit dans le livre Deep Work que j'ai résumé sur la chaîne. C'est cet état où tu es hyper concentré, c'est ce qu'on appelle le flow, où tu es super concentré, super enthousiaste, tu es au top de ton art et tu as une forme d'impatience qui va se révéler, un penchant pour l'action où en gros c'est plus fort que toi, tu as besoin de finir ce que tu es en train de faire, c'est pas possible qu'on t'arrête et tu es dans une forme de déséquilibre avant et ce qui nous explique c'est qu'il y a le principe de l'élan qui se déclare là-dessus, c'est que souvent tu vas devoir mettre en gros une grande quantité d'énergie pour démarrer ce type d'action, mais ensuite pour continuer et persévérer, il va simplement falloir mettre un peu de sous, un peu de carburant dans la machine, mais ça sera pas très difficile.
pour persévérer et finir ce que tu dois faire. Donc l'objectif ici, c'est vraiment d'être capable de te répéter, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Il faut que tu fasses ton truc. Moi, je le vois ici avec cette chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour depuis le 16 décembre. Le gros de l'énergie, je l'ai mis au démarrage, mais tous les jours, du coup, j'ai développé des mécanismes et le plus difficile, c'est juste à chaque fois de se lancer dans le début du résumé, dans le début de la relecture éventuellement du livre que je dois résumer. Et une fois que je suis lancé, je suis inarrêtable parce que tout simplement, j'ai envie d'aller au bout, je sais exactement ce que je dois faire dans quel ordre. Ça devient un mécanisme extrêmement bien huilé et donc c'est l'illustration de ce principe-là. Chapitre 21, se consacrer à chaque tâche avec assiduité. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'aller au bout des choses systématiquement, d'avoir une tendance. L'idée, c'est que quand tu as une tendance à t'arrêter pour reprendre plus tard, ça peut miner ta productivité de plus de 500%. Donc les gens, en gros, qui ont tendance à commencer un truc, s'arrêter pour checker leur téléphone, s'arrêter pour aller prendre un café, s'arrêter pour aller dire bonjour aux voisins, faire une pause clope, etc., etc., ils ont tendance à mettre 500% de temps de plus pour faire les choses que les autres. Donc en te focalisant sur cette idée-là, il faut persévérer pour essayer vraiment de faire les choses d'une traite le plus souvent pour développer ce qu'on a vu juste avant, l'état d'expérience intrinsèque, le flow, et donc être plus efficace. La persévérance dans ce chapitre-là, ce qu'on nous explique, c'est que c'est la discipline en action. Et donc en faisant ça, tu vas faire ce qu'on disait au tout début, tu vas modeler ton caractère, parce que tout simplement tu vas définir une identité de quelqu'un qui a l'habitude de démarrer et finir ce qu'il fait d'une traite, et tu vas gagner en résultat, tu seras donc plus performant. J'ai pas réussi à tenir 10 minutes sur ce résumé, j'ai pas vu le temps passer, ça fait 25 minutes qu'on discute, mais j'espère que ça t'a plu et que du coup tu vas pouvoir appliquer tous ces principes-là pour être plus performant. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre en commentaire les résultats que tu as pu avoir en testant ne serait-ce qu'une ou deux méthodes qu'on a vues dans ce résumé. Encore une fois, tu peux retrouver ces 21 étapes dans le résumé Google Doc en t'inscrivant dans la newsletter dans le lien en description et tu verras que tu recevras un mail d'accueil de bienvenue avec en PS le lien vers le Google Doc. Si tu veux aller plus loin, le livre est super bien, donc tu peux aller le retrouver sur Amazon. Et voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, et si tu n'étais pas abonné, je t'invite à le faire. Abonne-toi, active la cloche pour de futurs résumés, et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.